Imaginez un fermier au cœur dur qui jette une jument pleine hors de sa propriété. Ça ne sert plus à rien, pensa-t-il. Mais le destin avait d'autres plans. 3 semaines plus tard, elle revient et ce qu'elle apporte avec elle défie toute logique, quelque chose que la science ne pourrait jamais expliquer. C'est l'histoire d'une transformation impossible, un miracle vivant qui changera à jamais notre compréhension de la connexion interespèce. Le lever du soleil n'était encore qu'une promesse à l'horizon lorsque Thomas Peterson, un agriculteur de 60 ans connu pour sa ténacité et son pragmatisme, prit une décision qui allait changer à jamais le destin de nombreuses vies sur cette propriété rurale isolée, où le vent murmurait entre les champs. Une jument à la robe brune nommée Estla était sur le point d'être expulsée. « Je ne peux pas garder un animal qui n'est pas apte au travail », marmonna Thomas en regardant d'un œil critique le ventre gonflé de l'animal. La jument avait été diagnostiquée avec une grossesse compliquée et, selon le vétérinaire local, les chances de survie de la mère et du poulain étaient minimes. Pour un homme qui dirigeait sa ferme comme une entreprise, ce qui comptait, ce sont les chiffres et les résultats, pas les sentiments. Ce que Thomas ne savait pas, c'est que cette décision apparemment pratique allait déclencher une chaîne d'événements que même lui, avec toute son expérience de vie, n'aurait pas pu prévoir, des événements qui mettraient à l'épreuve non seulement sa vision du monde, mais aussi sa compréhension même de ce que signifiait être humain. Alors qu'il transportait Estla jusqu'à la remorque, Thomas ignora le regard profond de l'animal, ses yeux qui semblaient comprendre exactement ce qui se passait. Sarah, sa fille de 17 ans, observait la scène de loin, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Papa, s'il te plaît, on ne peut pas essayer encore une fois ?» supplia-t-elle. Mais ses paroles furent emportées par le vent, comme des feuilles sèches. Le destin d'Estla semblait scellé, abandonnée à elle-même au milieu de la nature sauvage, loin des terres protégées de la ferme Peterson. Personne n'aurait pu imaginer que 3 semaines plus tard, cette même jument rejetée reviendrait, apportant avec elle non seulement un miracle, mais une leçon qui transcenderait les générations, une histoire de persévérance, de mystère et un lien inexplicable qui défierait tout ce que la science et la raison pouvaient expliquer. Ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines et ce qu'Estla a rapporté avec elle est quelque chose que vous devrez voir pour le croire. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus de sensations fortes comme celle-ci. La ferme Peterson n'était pas un lieu propice à la sentimentalité. Située dans la campagne aride de l'intérieur, où les saisons étaient davantage marquées par l'intensité du travail que par le changement climatique, la propriété a été dirigée d'une main de fer par Thomas Peterson pendant plus de 3 décennies. Depuis qu'il a perdu sa femme d'un cancer mortel, Thomas s'est retranché dans une coquille de pragmatisme, transformant chaque décision en une simple équation de coûts et de bénéfices. La ferme, autrefois lieu de rire et de fêtes familiales, ne résonnait plus que du bruit des tracteurs et des meuglements occasionnels du bétail. La grange rouge, autrefois symbole de prospérité, portait désormais les marques du temps et de la négligence émotionnelle sur ses planches usées. C'est dans cet environnement austère qu'Estla, une jument arabe de sang mêlé, était arrivée 5 ans plus tôt, apportée en cadeau à Sarah, à l'époque une fillette de 12 ans seulement qui avait désespérément besoin de quelque chose pour combler le vide laissé par la mort de sa mère. Les animaux sont des outils de travail ou une source de profit, ils ne sont pas des membres de la famille, répétait Thomas comme un mantra chaque fois que Sarah montrait un attachement excessif à l'un des animaux de la ferme. Au début, il avait permis à sa fille de garder Estla comme passe-temps, peut-être un dernier geste de tendresse paternelle avant que le chagrin ne l'endurcisse complètement. Mais maintenant, la jument étant enceinte et incapable d'accomplir ses tâches habituelles, la sentence avait été prononcée. Lors du dîner de la veille, Thomas déclarait: « Estla part demain. Nous ne pouvons pas garder un animal qui ne fait que consommer des ressources sans rien apporter en retour. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la cuisine tandis que Sarah sentait son monde s'effondrer une fois de plus. Elle connaissait suffisamment son père pour savoir qu'aucun appel émotionnel ne pourrait l'émouvoir. Thomas Peterson était un homme qui, après avoir perdu tout ce qu'il aimait, avait décidé de ne plus rien ressentir. Il ne voyait pas la cruelle ironie de répéter avec sa fille le même abandon que le destin lui avait imposé. Le lendemain matin, le ciel encore peint des tons profonds de la nuit, Thomas était déjà debout. Il transporta Estla jusqu'à la remorque avec des mouvements mécaniques,
ignorant les hennissements nerveux de l'animal. La jument à la robe alezane brillante et à la tache blanche en forme d'étoile sur le front où l'origine de son nom semblait pressentir son destin. Ses grands yeux expressifs suivaient chaque mouvement du fermier, comme s'il essayait de comprendre pourquoi sa maison depuis tant d'années la rejetait désormais. Sarah regardait depuis la fenêtre de sa chambre, se mordant la lèvre si fort qu'elle sentit le goût métallique du sang. Elle voulait crier, supplier, faire n'importe quoi pour arrêter son père, mais elle savait que c'était inutile. Au lieu de cela, il murmura une promesse au vent, espérant qu'elle parviendrait d'une manière ou d'une autre aux oreilles de sa jument bien-aimée. « Je te retrouverai, Estla. Où qu'il te laisse, je te ramènerai. » La destination choisie par Thomas se trouvait à près de 50 km de la ferme, une zone semi-désertique où un petit ruisseau traversait le paysage aride, offrant suffisamment d'eau pour que l'animal ne meure pas immédiatement. Du moins, c'est ce qu'il pensait, essayant de faire taire un remords qu'il refusait de reconnaître. Alors qu'il ouvrait la porte de la remorque et emmenait Estla dehors, il évita de regarder directement l'animal. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui le dérangeait profondément, comme si la jument pouvait voir à travers les couches d'indifférence qu'il avait accumulées au fil des années. « Va, dit-il d'une voix dure, en donnant une légère tape sur le flanc de l'animal. Estla ne bougea pas immédiatement. Il se tourna une dernière fois vers Thomas, son regard si humain que pendant un instant le fermier sentit sa poitrine se serrer. Puis, à pas lents, lourd de sa grossesse avancée, elle s'éloigna vers le ruisseau. Thomas Peterson monta rapidement dans son véhicule et partit, augmentant le volume de la radio pour étouffer les pensées indésirables. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Estla portait bien plus qu'un simple poulain dans son ventre. Elle portait en elle le potentiel d'un miracle qui défierait tout ce qu'il croyait possible. Le soleil était déjà haut lorsque Sarah réussit enfin à échapper à ses tâches à la ferme. Il avait attendu que son père parte pour une réunion à la coopérative locale avant de mettre son plan improvisé à exécution. Avec un sac à dos contenant de l'eau, une trousse de premiers secours de base, quelques pommes, les préférées d'Estla, et tout l'argent qu'elle avait réussi à économiser au cours des derniers mois, elle est montée sur son vélo et est partie. Le problème était que Sarah n'avait aucune idée de l'endroit où son père avait laissé Estla. Thomas n'avait jamais mentionné l'emplacement exact, disant seulement vaguement que la jument serait en liberté, ce qui pourrait signifier n'importe où dans un rayon de plusieurs kilomètres. La détermination, cependant, brillait dans les yeux de la jeune fille avec la même intensité que le soleil en ce matin brûlant. « Je la retrouverai », se répétait-elle en pédalant sur le chemin de terre qui s'étendait au-delà des limites de la propriété. Sarah connaissait bien son père, il ne serait pas allé trop loin, juste assez loin pour s'assurer que l'animal ne retrouve pas son chemin tout seul. Les heures passèrent et l'enthousiasme initial de Sarah commença à céder la place à la fatigue et à l'inquiétude. Le soleil impitoyable battait ses épaules exposées et les muscles de ses jambes protestaient contre l'effort continu. Elle avait parcouru plus de 20 kilomètres, s'arrêtant dans chaque ferme le long du chemin pour demander si quelqu'un avait vu une jument arabe enceinte errer seule. Les réponses négatives s'accumulaient, pesant sur son cœur comme des pierres. Dans un moment de désespoir, il appuya son vélo contre un arbre solitaire et laissa enfin couler ses larmes. « Estla » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Où es-tu » Le vent transporta sa question à travers le vaste paysage, sans offrir de réponse. C'est alors que Sarah entendit le bruit d'un véhicule qui approchait rapidement. Elle essuya ses larmes, gênée d'être vue dans cet état. Le vieux camion bleu a ralenti pour. Il la dépassa à toute vitesse et le conducteur, un homme âgé à la peau bronzée et aux yeux doux, baissa sa vitre. « Tout va bien, ma fille ? On dirait que tu es perdue. »« Je cherche une jument » répondit Sarah, surprise par la fermeté de sa propre voix, malgré le désespoir qu'elle ressentait. « Mon père l'a laissée quelque part par ici hier. Elle est enceinte et a besoin d'aide. » Quelque chose dans le regard de l'homme changea, une ombre de reconnaissance qui fit battre le cœur de Sarah. Cette jument aurait-elle par hasard une tache blanche sur le front qui ressemble à une étoile ? Demanda-t-il. Et l'espoir explosa dans la poitrine de la fille. Oui, c'est Estla. L'as-tu vu ? L'homme, qui s'est présenté comme Joe Wilkins,
propriétaire d'une petite propriété à quelques kilomètres de là, a hoché la tête en signe de confirmation. J'ai vu ton père la quitter près de Willow Creek hier à l'aube. J'ai trouvé ça étrange, mais ce n'est pas mon affaire de savoir comment les gens traitent leurs animaux. Il y avait une note de désapprobation dans sa voix, que Sarah choisit d'ignorer, se concentrant uniquement sur les précieuses informations qu'elle venait de recevoir. Pourriez-vous m'y emmener, s'il vous plaît? Joe Wilkins n'était pas un homme de grands mots, mais quelque chose dans la détermination de la jeune femme l'émouvait. Alors qu'il descendait la route cahoteuse en direction du ruisseau, il observait du coin de l'œil le visage tendu de Sarah, ses doigts agités tambourinant sur le sac à dos sur ses genoux. Tu sais, il rompit enfin le silence, il y a quelque chose d'étrange chez cette jument. Sarah se tourna vers lui, la curiosité remplaçant momentanément l'anxiété. Que veux-tu dire par étrange? Le vieux fermier fronça les sourcils, comme s'il cherchait les mots justes. C'est difficile à expliquer. Je t'ai vu hier, debout près du ruisseau, après le départ de ton père. Elle n'avait pas l'air effrayée ou perdue, on aurait dit qu'il attendait quelque chose. Un frisson parcourut l'échine de Sarah. Malgré la chaleur étouffante, il y avait quelque chose dans la voix de Joe qui suggérait plus que ce qu'il disait. Nous sommes là, annonça-t-il en garant le camion près d'un groupe de saules qui marquait la présence du ruisseau. Sarah a sauté du véhicule avant même que le moteur ne soit éteint et a couru jusqu'au bord de l'eau en criant le nom d'Estla. Mais le seul son qui répondait était le murmure du vent parmi les feuilles et le doux murmure de l'eau courante. La jument était introuvable et, alors que le soleil commençait à se coucher, Sarah sentit le désespoir se resserrer autour de sa poitrine comme un étau. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est qu'au moment précis où elle cherchait Estla, quelque chose d'extraordinaire se produisait à des kilomètres de là, quelque chose qui défierait toute logique et changerait à jamais le destin de toutes les personnes impliquées. Lorsque le bruit du moteur de la remorque de Thomas disparut au loin, Estla resta immobile pendant de longues minutes, comme si elle était en train de traiter la nouvelle réalité qui s'imposait. Le poids dans son ventre semblait plus prononcé à ce moment-là, une responsabilité amplifiée par la solitude soudaine. Le ruisseau devant elle offrait une eau cristalline, un petit réconfort dans l'immensité hostile qui l'entourait désormais. D'un pas prudent, la jument s'approcha de la berge et baissa son museau vers la surface du liquide, buvant lentement, tandis que ses yeux attentifs scrutaient la nature environnante. Il semblait étrangement silencieux, comme si tous ses habitants observaient le nouveau venu avec curiosité et suspicion. Il y avait des prédateurs dans la région, principalement des coyotes, et Estla, dont les mouvements étaient limités par sa grossesse, serait une proie facile si elle ne trouvait pas un abri adéquat avant la tombée de la nuit. Un instinct plus ancien que la domestication commença à s'éveiller en elle, des souvenirs ancestraux d'une époque où ses ancêtres erraient librement dans les plaines, confrontés à des dangers et des défis similaires. Alors que le soleil se déplaçait dans le ciel, Estla bougeait également, s'éloignant progressivement de l'endroit où elle avait été laissée. Cela n'a pas suivi une direction aléatoire, il semblait y avoir un but dans sa marche lente et déterminée. De temps en temps, il s'arrêtait pour brouter, se nourrissant de la végétation clairsemée qui poussait entre les rochers, mais il reprenait bientôt son chemin, comme s'il répondait à un appel que lui seul pouvait entendre. Le terrain est devenu de plus en plus accidenté, avec de petites élévations et des dépressions qui nécessitaient une attention constante pour éviter de trébucher. Chaque étape a été calculée, chaque choix de chemin apparemment délibéré. Pour un observateur occasionnel, il s'agissait simplement d'un animal perdu en quête de nourriture, mais il y avait quelque chose de plus dans ce voyage, une intentionnalité qui défiait toute explication simple. Alors que le soleil commençait à peindre le ciel de nuances d'orange et de rouge, Estla trouva une petite formation rocheuse qui offrait une certaine protection contre le vent et les éventuels prédateurs. Là, protégée d'un côté et avec une vue dégagée sur les environs, elle s'autorisa enfin à se reposer, repliant soigneusement ses jambes et s'allongeant sur la terre encore chaude de la chaleur de la journée. La nuit tombait sur le paysage comme un lourd linceul, apportant avec elle une symphonie de sons qui aurait terrifié n'importe quel cheval domestique ordinaire, le hurlement lointain des coyotes, le bruissement des petits animaux dans les sous-bois, le ululement occasionnel d'un hibou. Un orchestre sauvage qui annonçait les dangers et les opportunités dans l'obscurité. Estla, cependant, restait étrangement calme dans son abri de fortune,
ses grands yeux reflétant parfois la luminosité des étoiles lorsqu'ils s'ouvraient pour vérifier leur environnement. Quelque chose semblait avoir changé en elle depuis qu'elle avait franchi les frontières de la ferme Peterson, une transformation subtile mais profonde, comme si des couches de domestication étaient progressivement enlevées, révélant une essence plus ancienne et plus sage dans son ventre. La vie qu'il portait semblait également plus active cette nuit-là, les mouvements qui étaient autrefois doux sont devenus plus prononcés, comme si le petit répondait au changement de l'environnement et au comportement de la mère. Estla émit un doux hennissement, presque un murmure dans la nuit silencieuse, un son qui semblait à la fois une berceuse et une promesse à l'être qui grandissait en elle. Avec le premier rayon de soleil à l'horizon, Estla était déjà debout, alerte et prête à continuer son mystérieux voyage. Il y avait une nouvelle urgence dans ses mouvements, comme s'il savait que le temps était compté. Une grossesse avancée a limité sa vitesse et son endurance, mais n'a pas diminué sa détermination. À midi, il atteignit une petite dépression dans le sol, entourée de grands buissons et de quelques arbres épars, une oasis improbable dans ce paysage majoritairement aride. La végétation plus abondante et la présence d'une petite source rendaient le lieu nettement plus hospitalier que les environs. C'est là, protégée par la végétation et avec accès à l'eau et à la nourriture, qu'Estla semble enfin trouver ce qu'elle cherchait. Avec des mouvements méticuleux, elle a commencé à préparer le terrain, nettoyant une zone spécifique avec ses sabots, un comportement instinctif en préparation de la naissance à venir. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque les premiers signes sont apparus, des contractions subtiles au début, qui se sont intensifiées progressivement. La jument respirait lourdement, émettant parfois de faibles sons d'inconfort. Elle était seule, sans assistance humaine ou vétérinaire, guidée uniquement par les instincts qui avaient guidé son espèce pendant des milliers d'années avant la domestication. Ce qui allait se passer dans cette petite oasis, loin des yeux humains, serait le premier acte d'un drame que personne n'aurait pu anticiper, un miracle de la nature qui défierait les explications conventionnelles et changerait à jamais le destin de tous ceux qui y seraient impliqués. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Estla avait disparu de la ferme Peterson. Le temps semblait s'écouler à 2 vitesses distinctes, il traînait tortueusement pour Sarah, qui sortait encore chaque matin à la recherche de sa jument, mais il suivait son rythme normal pour Thomas, qui se plongeait délibérément dans ses tâches quotidiennes. Refusant d'aborder le sujet ou même de mentionner le nom de l'animal. L'atmosphère dans la maison était remplie de silence et de ressentiment. Les quelques mots échangés se sont limités au strict nécessaire. Ce dimanche matin, Thomas était sur le porche en train d'examiner les feuilles de calcul des dépenses lorsqu'un son familier lui a fait geler les mains, un hennissement lointain mais indubitable. Ses yeux se levèrent lentement, scrutant le chemin de terre qui serpentait vers l'horizon. Au début, il ne vit rien, juste le paysage familier baigné dans la lumière dorée de l'aube. Puis, telle une apparition, une silhouette apparut sur le soleil levant, la forme caractéristique d'un cheval avançant à pas lents mais déterminé vers la ferme. Impossible, marmonna Thomas en enlevant ses lunettes et en se frottant les yeux, comme s'il était en train de faire une crise. Même de loin, Thomas pouvait dire que ce n'était pas courant. La tasse de café qu'il tenait glissa de ses doigts soudainement faibles, renversant le liquide sombre sur les documents oubliés. D'un pas incertain, comme un homme en transe, il descendit les marches du porche et commença à marcher vers les animaux qui s'approchaient. À l'intérieur de la maison, Sarah, qui venait de se réveiller, entendit le bruit de la tasse qui se brisait et courut à la fenêtre, pour voir son père somnambuler vers la route. Sarah n'a pas eu besoin de plus d'une seconde pour reconnaître la silhouette qui s'approchait, Estla. Le cri s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne puisse contenir une explosion de joie mêlée d'incrédulité. En quelques secondes, elle était sortie de la maison, dépassant son père dans sa course folle vers la jument. Les larmes brouillaient sa vision alors qu'il courait, mais il pouvait toujours clairement voir que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Estla n'est pas revenue seule. À côté de lui marchait une créature qui semblait défier toute logique et toute connaissance de la biologie. Ce n'était pas un poulain ni aucun autre animal facilement identifiable. C'était une créature qui semblait combiner les caractéristiques de plusieurs espèces, ce que l'esprit rationnel refuserait d'accepter comme possible. Sarah ralentit le pas, la confusion remplaçant momentanément son euphorie initiale. À mesure qu'elle se rapprochait,
Les détails devenaient plus clairs et la réalité de ce qu'elle voyait s'abattait sur elle comme une avalanche d'impossibilités. Ses jambes tremblaient et elle s'arrêta complètement, à quelques mètres de là, incapable de comprendre ce que ses yeux voyaient. Estla, cependant, continuait d'avancer, les yeux fixés sur Sarah avec une expression presque humaine de reconnaissance et, c'était possible, de fierté. Thomas atteignit sa fille juste au moment où Estla s'arrêtait devant eux, le museau tendu comme pour offrir un salut après une longue absence. À côté d'elle, la créature qui l'accompagnait observait les humains avec des yeux d'une intelligence déconcertante, des yeux qui n'appartenaient à aucune espèce connue, qui reflétaient une compréhension au-delà de la compréhension animale commune. C'était un être hybride, avec des caractéristiques qui défiaient toute catégorisation, une peau qui alternait entre poils et écailles sur différentes parties du corps, des membres qui n'étaient ni des sabots ni des pattes au sens traditionnel du terme, une structure physique qui suggérait une fusion impossible de différentes lignées génétiques. « Mon Dieu !» murmura Thomas, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure tremblant. « Qu'est-ce que c'est ?» Sarah, surmontant son choc initial, s'avança et tendit lentement la main. La créature inclina la tête, étudiant le geste pendant un moment avant de s'avancer et d'appuyer son front contre la paume ouverte de la fille. Un geste de confiance si délibéré, si conscient, qu'il ne pouvait être confondu avec un comportement instinctif. À cet instant, quelque chose changea dans l'air autour d'eux, un sentiment presque palpable qu'ils étaient en présence de quelque chose qui transcendait leur compréhension commune du monde naturel. Ce qu'Estla avait donné naissance n'était pas seulement une anomalie biologique, c'était un mystère vivant, une énigme qui allait ébranler les fondations non seulement de la petite ferme Peterson, mais potentiellement de toutes les connaissances scientifiques établies sur la vie et l'évolution. Et ce n'était que le début d'une histoire que personne n'aurait pu prédire. La nouvelle de la créature née d'Estla s'est répandue comme une traînée de poudre. Il y a d'abord eu le vétérinaire local, le docteur Robert Hamill, qui est arrivé à la ferme avec un scepticisme professionnel, pour repartir 2 heures plus tard avec de grands yeux et des mains tremblantes, passant des appels frénétiques à ses collègues des universités. Puis sont arrivés les biologistes, les généticiens, les zoologistes, un cortège interminable d'experts bouche bée devant l'impossible qui respirait, bougeait et démontrait une intelligence de plus en plus évidente chaque jour. En l'espace d'une semaine, la paisible ferme Peterson est devenue l'épicentre d'un tremblement de terre scientifique. Des tentes ont été dressées, du matériel sophistiqué a été transporté, des conférences impromptues ont eu lieu quotidiennement dans la grange transformée en laboratoire temporaire. C'est génétiquement impossible, a déclaré le docteur Eleanor Whitman, une généticienne renommée de l'université Cornell, alors qu'elle analysait les premières séquences d'ADN de la créature. Ce que nous voyons ici remet en question toute notre compréhension des barrières entre espèces. Ce n'est pas seulement une hybridation, c'est comme si le code génétique avait été réécrit d'une manière ou d'une autre. Thomas observait tout cela avec un mélange d'étonnement et d'inconfort. Sa ferme, autrefois un havre de prévisibilité et de contrôle, regorgeait désormais d'une énergie chaotique qui le laissait profondément hors de propos. En revanche, Sarah s'est épanouie dans son nouvel environnement, absorbant chaque parcelle de connaissances partagées par les scientifiques, devenant rapidement une sorte d'intermédiaire entre les chercheurs et la créature, qui démontrait une affinité particulière pour la fille. Nous l'appelons Lumina, a expliqué Sarah à un journaliste qui avait obtenu l'autorisation d'une interview exclusive. Le nom lui était venu spontanément la première nuit après le retour d'Estla, lorsque Sarah avait observé l'étrange luminescence émanant de la peau de la créature sous le clair de lune. Ce n'était pas une lueur constante, mais une pulsation à peine perceptible à moins de regarder de près. Un phénomène que les scientifiques avaient encore du mal à expliquer, tout comme des dizaines d'autres caractéristiques extraordinaires qu'ils découvraient à chaque examen. Théoriquement, il devrait y avoir de graves incompatibilités cellulaires, a déclaré le docteur Takahashi, expert en biologie du développement, en se grattant la tête en examinant les résultats des tests. Les tissus devraient se rejeter les uns les autres, les systèmes organiques ne devraient pas fonctionner en harmonie, et pourtant la voilà, non seulement vivante, mais apparemment florissante. Le docteur Whitman a établi un camp permanent sur la ferme, déterminé à démêler l'énigme génétique que représentait Lumina. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'elle analysait de nouvelles données sur son ordinateur portable, elle a appelé Sarah pour une conversation privée.
Il y a quelque chose dont nous devons discuter, dit la scientifique, son ton sérieux contrastant avec l'excitation qui accompagnait habituellement ses découvertes. Nous avons trouvé des séquences dans l'ADN de Lumina qui, eh bien, ne correspondent à aucune espèce connue. Sarah fronça les sourcils, essayant de traiter l'information. Comme ça? Vous dites que c'est une toute nouvelle espèce? La généticienne secoua lentement la tête. Pas exactement. Je dis qu'il existe des fragments génétiques qui ne correspondent à aucune forme de vie terrestre documentée. Un lourd silence suivit cette déclaration. Dans le coin de la tente improvisée, Lumina observait les deux avec ses yeux extraordinaires, comme si elle comprenait parfaitement le contenu de la conversation. Il y a autre chose, Dr. Whitman continua après un moment. Ces mêmes marqueurs génétiques inconnus sont également présents chez Estla. Sarah sentit l'air s'échapper de ses poumons. C'est impossible, murmura-t-il. Nous connaissons Estla depuis sa naissance. Elle a toujours été normale. La théorie qui a commencé à se former au sein de l'équipe scientifique était aussi extraordinaire que Lumina elle-même. Nous pensons que quelque chose s'est produit pendant ces 3 semaines où Estla était seule dans la nature, a expliqué le docteur Hamill lors d'une conférence impromptue pour l'équipe élargie de chercheurs. Quelque chose a fondamentalement modifié sa constitution génétique, quelque chose qui a permis la naissance d'un être qui, selon toutes les lois de la nature que nous connaissons, ne devrait pas être possible. Les spéculations allaient de l'exposition à un agent mutagène inconnu à des théories plus fantastiques impliquant une intervention non terrestre. Cette dernière n'était murmurée que dans les coins les plus réservés du camp, loin des oreilles de la presse qui se rassemblait désormais aux abords de la propriété. Pour Thomas, qui observait tout avec une appréhension croissante, une pensée persistante devenait de plus en plus difficile à ignorer. Sa décision d'abandonner Estla, un acte de froideur calculé, avait déclenché par inadvertance quelque chose qui transcendait tout calcul ou toute prédiction. Pendant ce temps, dans la grange transformée en habitat pour la mère et son veau, Sarah passait des heures à regarder Lumina développer de nouvelles compétences chaque jour. De la compréhension apparente du langage humain à la capacité de manipuler des objets avec une dextérité que même les primates les plus avancés ne démontrent pas. « Qu'est-ce que tu es vraiment ?» murmura-t-elle un jour, alors qu'ils étaient seuls. À sa grande surprise et à son grand étonnement, Lumina leva les yeux pour croiser son regard, et pendant un instant fugace, Sarah eut l'impression absolue que la créature était sur le point de répondre par des mots. Le premier rapport est paru dans le journal local, un petit article en 3e page, qui aurait facilement pu passer inaperçu si ce n'était pour le titre intrigant, « Une anomalie biologique déconcerte les scientifiques d'une ferme locale ». En quelques jours, ce qui a commencé comme une curiosité régionale est devenu un phénomène médiatique mondial. Des équipes de télévision de tous les continents installent leur campement sur la route menant à la ferme Peterson. Des hélicoptères ont survolé la propriété, dans l'espoir de capturer des images exclusives de Lumina. Les médias sociaux ont explosé de spéculations, de théories du complot et même de sectes improvisées ont émergé, déclarant la créature comme un présage d'événements apocalyptiques ou salvifiques. Thomas, qui avait toujours chéri sa vie privée, se retrouvait désormais entouré d'un cirque médiatique étouffant. « Je ne donnerai pas d'interview », a-t-il déclaré fermement, se positionnant à l'entrée de la propriété comme un probable gardien du mystère qu'il avait lui-même initialement rejeté. L'ironie n'a pas échappé à Sarah, qui a observé la transformation progressive de son père avec un mélange de surprise et d'espoir. L'homme pragmatique qui avait abandonné Estla devint désormais le féroce protecteur de la créature qu'elle avait mise au monde. M. Peterson, le monde a le droit de savoir ce qui se passe dans votre ferme. A crié un journaliste particulièrement agressif, tandis que Thomas fermait la porte principale avec une chaîne renforcée. Le monde n'a aucun droit sur ce qui est à moi, répondit-il avec un calme surprenant, compte tenu de la pression. Au sein de la propriété, la communauté scientifique était divisée en factions. Certains ont préconisé la divulgation complète de toutes les découvertes, arguant que la connaissance appartenait à l'humanité. D'autres, menés par le Dr Whitman, ont préconisé la prudence et la protection. Ce que nous avons ici est trop unique et précieux pour être exposé aux caprices de l'opinion publique et des intérêts des entreprises, a-t-elle soutenu lors d'une réunion animée dans la grange.
Pensez aux implications, les sociétés pharmaceutiques, les gouvernements, les groupes militaires, tous veulent une part de ce miracle génétique. Le terme « miracle » était devenu courant parmi les scientifiques, même les plus sceptiques. Une conception tacite selon laquelle ils étaient confrontés à quelque chose qui transcendait les explications purement matérialistes. Pendant que les adultes débattaient, Sarah passait chaque instant possible avec Lumina, dont la compréhension du monde semblait s'étendre de façon exponentielle chaque jour. La violation inévitable de la barrière de la vie privée s'est produite un mardi matin, lorsqu'un drone non autorisé a survolé Écurie où Lumina jouait au soleil avec Sarah. Les images, bien que granuleuses et tremblantes, étaient indéniables dans leur étrangeté et leur beauté, une créature différente de toutes celles vues auparavant, se déplaçant avec une grâce fluide, interagissant avec une jeune fille humaine comme si elles étaient de la même espèce. En quelques heures, la vidéo est devenue virale dans le monde entier, visionnée par des millions de personnes, analysée par des experts et contestée par des sceptiques qui ont crié au « faux ». Nous ne pouvons plus contrôler le récit, a admis le docteur Whitman cette nuit-là, alors que l'équipe de sécurité embauchée s'efforçait de tenir les journalistes et les curieux à l'écart des limites de la propriété. Nous avons besoin d'une stratégie, d'une manière de présenter Lumina au monde selon nos propres conditions. C'est à ce moment-là que Sarah, qui était restée silencieuse pendant toute la discussion, éleva enfin la voix. « Ce n'est pas à nous de décider », a-t-elle déclaré, avec une clarté qui a fait taire la salle. Lumina n'est pas un cobaye, ni une curiosité, ni une découverte scientifique. C'est un être avec sa propre conscience. Si quelqu'un doit choisir comment se présenter au monde, c'est elle. Un silence stupéfait suivit les paroles de Sarah. Le bruit des sabots sur le plancher en bois l'a interrompu. Estla entra dans la grange, suivie de Lumina, qui semblait grandir et évoluer physiquement chaque jour. La créature regarda autour d'elle dans la pièce, ses yeux extraordinaires s'attardant un instant sur chaque visage, comme pour évaluer les intentions et les pensées. Puis, à la stupéfaction générale, il se dirigea vers le centre de la grange, où une grande carte du monde était étalée sur une table de fortune. D'un mouvement délibéré qui démontrait une compréhension complète du symbolisme de l'objet, Lumina plaça l'une de ses pattes, qui ressemblait désormais davantage à une main avec de longs doigts flexibles, exactement au-dessus de l'endroit qui représentait le siège des Nations Unies à New York. Le message était clair, même sans mots, « Elle veut se présenter au monde », murmura Sarah, traduisant ce que tout le monde avait vu mais que peu osaient croire. Et pas à n'importe quelle partie du monde, mais aux Nations Unies, aux dirigeants mondiaux. Thomas, qui observait la scène depuis la porte de la grange, sentit quelque chose se briser en lui, la dernière barrière de scepticisme et de pragmatisme qui avait défini sa vie pendant si longtemps. D'un pas lourd, il s'approcha de la créature que son acte de cruauté avait involontairement amenée au monde. « Alors nous la prendrons, dit-il, la voix rauque, sous l'effet d'une émotion contenue. Mais en tant qu'ambassadeur, pas en tant que curiosité. Comme un miracle qui mérite le respect, et non comme une anomalie à décortiquer. Ce que personne dans la salle n'aurait pu prévoir à ce moment-là, c'est que le voyage qu'ils s'apprêtaient à entreprendre allait changer non seulement leur vie, mais aussi le cours de l'histoire humaine, d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. La caravane qui quitta la ferme Peterson le lendemain matin ressemblait davantage à une opération militaire qu'à un voyage scientifique. 3 SUV blindés, escortés par des véhicules de sécurité privés à l'avant et à l'arrière, transportaient un groupe soigneusement sélectionné, Thomas et Sarah Peterson, le docteur Eleanor Whitman et son équipe de scientifiques, un représentant du département d'État convoqué à la hâte, bien sûr, Estla et Lumina, hébergés dans une remorque spécialement aménagée pour leur confort et leur sécurité. Thomas, assis rigidement sur le siège avant du premier véhicule, regardait en silence la route qui s'ouvrait devant lui, éclairée seulement par les phares et la faible lueur de l'aube à l'horizon. En presque 60 ans de vie, il n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation, en route vers l'ONU, transportant une créature qui défiait toutes les lois de la biologie connue. Mais ce n'était pas seulement l'étrangeté de la situation qui le dérangeait. C'était la profonde transformation qu'il sentait se produire en lui, un dégel douloureux d'émotions longtemps réprimées, comme une rivière qui brise enfin la glace de l'hiver. « Ça va, papa ?» La voix de Sarah brisa sa rêverie.
Elle s'était silencieusement déplacée vers le banc à côté de lui. Lorsque le chauffeur s'est arrêté pour une courte pause, Thomas a essayé de sourire, mais le résultat n'a été qu'un tic nerveux au coin de ses lèvres. « Je pense à ta mère », admit-il finalement, les mots sortant avec difficulté, comme des pierres tirées d'un champ tombé depuis longtemps. Elle disait toujours qu'il y avait plus de mystère dans le monde que nous ne pouvions en comprendre. Sa voix s'est brisée. J'ai toujours pensé que c'était du blabla, du romantisme, que tout pouvait être expliqué avec des chiffres et des faits, si nous avions suffisamment de connaissances. Sarah observa le profil de son père contre la fenêtre, remarquant comment les lignes dures de son visage semblaient s'être adoucies au cours des derniers jours. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement. Thomas se tourna vers elle, et il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que Sarah n'avait pas vue depuis la mort de sa mère. « Maintenant, je pense que, peut-être, le plus grand mystère est de savoir comment j'ai pu me fermer à ce point, comment j'ai pu rejeter tout ce qui ne correspondait pas à ma vision étroite du monde. Toi y compris, Sarah. Surtout toi. » La confession restait suspendue entre eux, fragile et précieuse comme un cristal nouvellement formé. Sarah sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les laissa pas tomber. Il y avait une nouvelle force en elle, nourrie par le lien extraordinaire formé avec Lumina. « Il n'est pas trop tard, père, » dit-elle finalement en couvrant la main ridée du fermier avec la sienne. Dans la bande-annonce qui suivait de près, Estla et Lumina semblaient ressentir l'importance du moment, toutes deux inhabituellement calmes et attentives. Le docteur Whitman, qui les accompagnait pour surveiller leur état pendant le voyage, observait avec fascination les deux créatures qui semblaient communiquer sans aucun son, juste des échanges de regards et de petits sons qui suggéraient un langage qui leur était propre, développé au-delà de la compréhension humaine. « Croyez-vous au destin, docteur » demanda le jeune assistant assis en face de lui. Le scientifique, habituellement prompt à rejeter les concepts qui ne pouvaient pas être vérifiés empiriquement, fut surpris de répondre. « Je n'y croyais pas avant, mais après avoir vu une impossibilité biologique respirer devant moi, disons simplement que je suis plus ouvert à toutes les possibilités. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin à New York, après des jours de voyage soigneusement planifiés le long de routes secondaires pour éviter toute tension indésirable, le monde était déjà en effervescence. Malgré les efforts déployés pour maintenir le secret, des informations ont fuité, comme cela arrive toujours, et une foule s'est rassemblée devant le complexe de l'ONU. Ils étaient protestants et partisans, sceptiques et croyants, journalistes et curieux, tous unis par le besoin humain fondamental d'être témoins de l'extraordinaire. Thomas, qui jusqu'à il y a quelques semaines n'était qu'un agriculteur reclus dont le monde se limitait aux clôtures de sa propriété, se retrouve désormais à l'épicentre d'un moment historique. Lorsque le convoi s'arrêta derrière le bâtiment principal, où une entrée discrète avait été préparée, il ressentit le poids de la responsabilité comme jamais auparavant. Un haut fonctionnaire de l'ONU s'est approché pour les saluer, son visage un masque de diplomatie professionnelle qui ne pouvait pas entièrement cacher l'étonnement lorsque son regard a attrapé Lumina à travers la vitre. « Monsieur Peterson, » dit-il en lui tendant la main. « Au nom du secrétaire général, je vous remercie de nous avoir fait confiance pour ce moment historique. » Thomas accepta la poignée de main, se sentant étrangement calme maintenant que le moment était arrivé. « Ce n'est pas une question de confiance, » répondit-il avec une clarté qui le surprit lui-même. « Il s'agit de reconnaître que certaines découvertes sont trop importantes pour appartenir à une seule personne ou à une seule nation. Certaines révélations appartiennent au monde. » Lorsque les portes de la remorque se sont ouvertes, Lumina est apparue sous les regards étonnés des personnes présentes. Thomas Peterson a finalement compris le véritable sens du miracle, non pas comme une violation des lois de la nature, mais comme un rappel que ces lois sont bien plus vastes et mystérieuses que ce que notre compréhension limitée peut englober. La salle de l'Assemblée générale des Nations unies n'avait jamais été témoin d'un silence aussi absolu. Des centaines de diplomates, de dirigeants mondiaux et d'observateurs invités étaient assis, immobiles, dans l'air chargé d'une impatience presque palpable. Sur la scène centrale, là où les chefs d'État parlent habituellement de politique et d'accords internationaux, se trouvait Lumina. Pas dans une cage, ni contenue par aucune contrainte, mais libre, digne, rayonnante sous les lumières du hall, qui semblait accentuer l'étrange luminescence qui pulsait parfois sous sa peau.
À ses côtés, Estla restait sereine, telle une fière gardienne. Sarah était à proximité, non plus comme intermédiaire, mais simplement comme témoin. Et Thomas, l'homme qui, moins d'un mois auparavant, avait rejeté la jument enceinte comme un fardeau improductif, se tenait maintenant à quelques pas derrière, changé par le voyage autant que n'importe qui d'autre présent. Le secrétaire général de l'ONU s'est approché du micro et s'est raclé la gorge nerveusement. Représentant des nations du monde, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la sonorisation, nous sommes ici aujourd'hui en tant que témoins de quelque chose qui transcende les frontières politiques et même notre compréhension scientifique actuelle. C'est à ce moment-là que s'est produit ce qui allait plus tard être décrit dans des milliers de titres, analysé dans d'innombrables documentaires et discuté dans des livres d'histoire, de science et de philosophie pendant des générations. Lumina, qui jusque-là n'avait jamais émis aucun son reconnaissable comme langage, s'avança. Le secrétaire général s'arrêta, reculant instinctivement pour laisser de l'espace à la créature. Un murmure nerveux parcourut l'assemblée, rapidement réduit au silence lorsque Lumina ouvrit ce que l'on pourrait grossièrement décrire comme sa bouche. Le son qui en est ressorti n'était pas une voix au sens conventionnel du terme. C'était à la fois plus musical et plus étrange, comme si plusieurs cordes vocales fonctionnaient en parfaite harmonie. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que même si le son était inhumain, les mots étaient parfaitement compréhensibles. « Je suis venu en tant que messagère », dit Lumina, chaque syllabe étant distincte malgré l'étrangeté tonale. Pas d'un autre monde, comme certains l'ont supposé, mais de ce monde, le monde que nous partageons tous mais que peu de gens comprennent vraiment. La salle explosa de halètements choqués, avant de retomber dans un silence absolu. Dans les cabines des traducteurs, les opérateurs, confus, se sont rendus compte que leur service était inexplicablement inutile. Toutes les personnes présentes, quelle que soit leur langue maternelle, ont parfaitement compris les paroles de Lumina. Depuis des millénaires, poursuivit Lumina, son regard extraordinaire balayant l'assemblée, les liens entre les espèces sur cette planète se détériorent. Les humains se sont isolés du réseau de la vie, oubliant qu'ils ne sont qu'une partie d'un tout bien plus vaste. Le résultat de cet isolement est partout autour de vous, des écosystèmes qui s'effondrent, des espèces qui disparaissent à un rythme alarmant et une solitude existentielle qui afflige même vos sociétés les plus avancées. Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les mots semblaient s'adresser spécifiquement à lui, à l'homme qui avait passé des décennies à construire des murs entre lui et le monde vivant qui l'entourait. Ma naissance n'était pas un accident ou une anomalie, continua Lumina. C'était une intervention nécessaire, un rappel physique et indéniable que les barrières que vous considérez comme absolues sont, en fait, des constructions artificielles. L'ADN que vos scientifiques traitent comme un code fixe et inviolable est, en réalité, un système dynamique capable de communication et d'adaptation entre les espèces, lorsque les conditions sont réunies. Au premier rang, le docteur Whitman fronça les sourcils, son esprit scientifique luttant pour concilier ce qu'elle entendait avec tout ce qu'elle avait appris au cours de sa carrière. En même temps, une excitation presque enfantine grandissait en elle, la pure sensation d'être présente au moment où tout un paradigme s'effondrait. Vous appelez cela un miracle, continua Lumina, c'est juste la manifestation physique d'une possibilité qui a toujours existé, la convergence consciente entre les espèces. Je ne suis pas le résultat d'une mutation aléatoire ou d'une intervention extérieure. Je suis le fruit d'une communication génétique délibérée, facilitée par les émotions les plus pures que partagent toutes les créatures conscientes. À ce moment-là, Lumina se tourna vers Estla, ses yeux rencontrant ceux de la jument dans un moment de connexion qui fit retenir leur souffle à de nombreuses personnes présentes. L'amour n'est pas exclusif aux humains, dit la créature en se retournant vers l'assemblée. C'est la force fondamentale qui unit tous les êtres vivants et, lorsqu'elle se manifeste dans sa forme la plus pure, comme l'amour d'une mère prête à tout pour protéger ses petits, elle peut littéralement réécrire les lois qui, selon vous, régissent la vie. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Sarah tandis qu'elle observait la transformation des visages autour d'elle, du scepticisme à l'étonnement, de l'étonnement à la compréhension. Thomas, à ses côtés, ne cherchait plus à contenir ses émotions. Pour la première fois depuis des décennies, il s'autorisa à ressentir pleinement, laissant les barrières qu'il avait érigées depuis la mort de sa femme se dissoudre enfin sous l'impact des paroles de Lumina. Je suis ici,
conclut la créature, sa voix harmonieuse résonnant dans la salle avec une autorité tranquille, non pas comme une curiosité à étudier, mais comme un pont entre des mondes qui n'auraient jamais dû être séparés. L'avenir de votre planète, de notre planète, dépend de la restauration de ces connexions perdues, et ce processus commence aujourd'hui avec vous, témoins de ce qui est possible lorsque nous ouvrons nos cœurs à l'extraordinaire qui a toujours existé tout autour de nous. Lorsque Lumina s'est finalement tue, le monde qui la regardait a été irrévocablement transformé. Une nouvelle ère commençait, non seulement pour la science ou pour les relations entre les espèces, mais aussi pour la compréhension fondamentale de ce que signifiait être en vie sur cette planète partagée. Dans les semaines et les mois qui ont suivi ce discours historique aux Nations Unies, le monde a été témoin de transformations que personne n'aurait pu prévoir. Des centres de recherche dédiés à la communication interspécifique ont émergé sur tous les continents. Les lois sur la protection des animaux ont été réformées dans des dizaines de pays. La ferme Peterson, autrefois un endroit oublié sur la carte, est devenue un sanctuaire et un centre éducatif où des gens du monde entier sont venus découvrir la nouvelle science de la convergence génétique consciente. Thomas Peterson, qui avait autrefois abandonné une jument pleine comme un fardeau improductif, donnait désormais des conférences sur l'importance de l'amour comme force transformatrice dans l'univers. Mais le changement le plus profond était peut-être celui qui s'était produit en lui-même. J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que la valeur se mesurait en productivité et en chiffres, a-t-il avoué lors d'une interview pour un documentaire. Lorsque j'ai perdu ma femme, j'ai également perdu ma capacité à voir au-delà du tangible. J'ai construit des murs autour de mon cœur, convaincu que c'était le seul moyen de survivre à la douleur. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'en faisant cela, je m'isolais non seulement de la souffrance, mais aussi du miracle de la connexion, la même connexion qu'Estla et Lumina sont venus nous enseigner. Sarah, assise à côté de son père pendant l'interview, lui a serré la main lorsque sa voix s'est brisée. La jeune femme qui avait autrefois pleuré en secret sa jument était devenue une scientifique prometteuse, travaillant aux côtés du docteur Whitman pour documenter et comprendre le phénomène Lumina, comme pour Estla. Son histoire, Lumina, a continué à se dérouler d'une manière qui a défié les attentes. La créature qui était née comme une énigme biologique s'est avérée être un pont vivant entre les mondes, non seulement entre différentes espèces, mais entre des modes de perception et de conscience que l'humanité commençait à peine à entrevoir. D'autres cas de communication génétique consciente ont commencé à être documentés dans le monde entier. Jamais exactement comme Lumina, mais tous partageant cette caractéristique essentielle, ils sont nés d'un amour inconditionnel et d'une connexion profonde entre des espèces normalement séparées par des barrières évolutives. Et dans un monde de plus en plus fragmenté par des divisions politiques, économiques et sociales, ces histoires sont devenues des phares d'espoir et d'unité. Ce que nous apprenons de Lumina, écrit le Dr Whitman dans son livre à succès Beyond the Barrier, n'est pas seulement une nouvelle compréhension de la génétique ou de la biologie évolutive, c'est une redécouverte de ce qui a toujours été à notre portée, la capacité de transcender des limites apparemment insurmontables grâce à cette force la plus fondamentale, l'empathie authentique qui nous relie à toute vie. Le livre se termine par une photographie désormais célèbre, Thomas Peterson, Sarah, Estla et Lumina ensemble dans les champs au coucher du soleil à la ferme Peterson, qui n'est plus un domaine privé mais un sanctuaire ouvert à tous ceux qui cherchent à comprendre le message apporté par une jument rejetée et son poulain extraordinaire. En regardant cette image, nous sommes invités à réfléchir au miracle que nous manquons lorsque nous fermons nos cœurs à la différence, à l'inattendu, à l'apparemment impossible, qui attendent peut-être de transformer nos vies. Chers téléspectateurs, cette histoire ne parle pas seulement d'une jument enceinte et de ce qu'elle a donné naissance. Il s'agit des murs que nous construisons autour de nous-mêmes et de la façon dont ils nous empêchent de vivre les véritables miracles de la vie. Combien de fois rejetons-nous quelque chose ou quelqu'un parce qu'il ne correspond pas à notre vision limitée du monde? Combien d'opportunités de transformation manquons-nous à cause de la peur de l'inconnu? Le voyage de Thomas Peterson nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir nos cœurs, pour reconnaître que l'univers est bien plus vaste et mystérieux que ce que notre compréhension limitée peut atteindre. Si cette histoire a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation et, bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui défient les limites de ce qui est possible et nous connectent à l'extraordinaire qui existe dans chaque être vivant.
Dans la carte qui apparaît maintenant sur votre écran, vous trouverez une autre histoire tout aussi émouvante sur des connexions improbables qui ont changé des vies à jamais. À la prochaine. Rappelez-vous, le plus grand miracle est peut-être la capacité de reconnaître le miracle qui existe dans chaque être qui nous entoure.